Pour pallier cette gouvernance institutionnellement conflictuelle, le Sénat, reprenant l'une des propositions de son groupe de travail, a introduit une disposition nouvelle prévoyant que l'élection du président et des vice-présidents de pôle fasse l'objet d'un même vote au sein du conseil d'administration. Donc, chaque candidat devrait ainsi présenter un ticket de 3 personnalités qui devraient démontrer au préalable la cohérence du projet global porté par le candidat à la présidence et les stratégies de développement des pôles défendus par les vice-présidents. Cette solution est astucieuse et bienvenue. Elle a en outre le grand avantage de laisser au statut de l'université le soin de déterminer les modalités appropriées d'implication des pôles, qui pourront par exemple faire l'objet d'une consultation préalable, voire de dresser une liste de précandidats entre lesquels le candidat à la présidence de l'université pourra choisir ses colistiers. Je vous invite donc à l'approuver. Dans une logique comparable, le Sénat a veillé à mieux préciser la répartition des services entre les pôles et l'échelon central, en indiquant que les services regroupés par les pôles sont ceux qui leur sont propres, à l'exclusion des services communs, par exemple de documentation, d'espace numérique ou d'orientation. De même, les sénateurs ont proposé que les décisions de la commission de la recherche concernant un laboratoire exerçant ses activités sur plusieurs pôles n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par le conseil académique de l'université. Enfin, pour rapprocher la composition du conseil d'administration de celle des autres universités, le Sénat a proposé très opportunément de doubler la représentation des personnels non enseignants, les personnels dits IATOS. La seule spécificité de ce conseil demeurerait dès lors la place plus importante faite aux personnalités extérieures, 1/3 contre environ 1/4 dans le droit commun lorsqu'on se réfère aux articles du Code de l'éducation liés à la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nécessaire donc pour garantir la représentation des organismes de recherche présents dans les 2 îles qui sont incontournables pour le développement de ces territoires. Tels sont les objets des modifications apportées en première lecture par la Haute Assemblée à l'article 1er du projet de loi. La qualité de l'équilibre obtenu m'encourage à vous inviter à adopter cet article sans modification. En outre, le Sénat a veillé, en introduisant un nouvel article 1 bis, à ce que l'autonomie dévolue au pôle soit applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi, et non à compter de la modification des statuts de l'université, quant à elle, programmée dans le traditionnel délai d'1 an au maximum. C'est une innovation importante, gage de notre volonté d'accélérer la mutation de l'Université des Antilles et de concrétiser aussi vite que possible sa nouvelle gestion déconcentrée. L'article 2, pour sa part, se contente de solliciter la ratification de 2 ordonnances rectifiant notamment des erreurs matérielles dans le Code de l'éducation et introduisant des dispositions relatives aux études de maïeutique. L'article 3 propose de corriger dans le même esprit des mentions désuètes dans le même code et de lever une ambiguïté en précisant que s'étendent au terrain non bâti les biens sur lesquels les établissements d'enseignement supérieur assument les droits et obligations du propriétaire, par exemple pour les autoriser à consentir des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Ces dispositions ne soulevant aucune difficulté, je vous propose d'adopter ces articles sans modification. En conclusion, je vous invite à adopter l'ensemble du projet de loi dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, qui permet de bâtir les fondations d'une université des Antilles respectueuse à la fois de l'autonomie nécessaire de ses pôles et de l'unité indispensable à son succès. Je vous remercie.